Antoine Bristiel. Bonsoir. Je faisais cette référence puisque ça fait référence à votre livre intitulé « Que veulent les Français ?» Alors vous allez nous le dire, c'est aux éditions de l'Aube. Vous êtes professeur agrégé de sciences sociales, directeur de l'Observatoire de l'opinion à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes également chercheur en sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Bref, un CV bien rempli et en plus donc vous dirigez ce livre qui sort ces jours-ci. Avant de revenir sur ce que veulent les Français, comme vous intitulez votre ouvrage, on le disait, 13 jours seulement maintenant, oui, avant les élections. Un mot peut-être pour qualifier cette campagne que vous suivez? Escamotée, je dirais. Une campagne escamotée. Oui, parce qu'on a l'impression de finalement pas être complètement rentré en campagne et en même temps que ça fait des mois et des mois qu'on en parle de cette élection, mais que ça n'arrive pas finalement à prendre dans l'opinion publique, qu'il n'y a pas un intérêt extrêmement important des Français pour cette élection, qu'à côté on a Emmanuel Macron qui ne veut pas débattre avec les autres candidats, ce qui crée aussi une ambiance un petit peu bizarre de campagne, la guerre en Ukraine qui crée une situation également où on ne va pas forcément traiter des vrais enjeux de politique publique pour les 5 années à venir, donc oui, une atmosphère assez étrange. Et dans escamoté, il y a aussi escamotable, quelque chose qu'on peut faire disparaître en un tour de main. Qui est à l'origine de ce tour de passe-passe? Ce sont les différents événements, c'est aussi une campagne de réélection. C'est une campagne de réélection, c'est pas la même chose, ça n'arrive pas forcément à soulever les foules comme une première campagne, mais il y a aussi le fait, oui, d'Emmanuel Macron de ne pas vouloir débattre qui crée aussi une situation assez étrange. Dans votre livre, vous parlez d'une société fatiguée. Ça, c'est un mot qui revient régulièrement. Une France fatiguée aussi d'aller voter. Est-ce que ça, vous le repérez? Est-ce que ça peut avoir des conséquences dans les urnes? Alors oui, il y a une certaine lassitude que l'on voit par rapport au processus démocratique, par rapport au fait de participer politiquement et d'aller voter dans différentes élections. On voit que toutes les élections intermédiaires, on a une augmentation de l'abstention. Jusqu'à présent, l'élection présidentielle était assez épargnée par ce phénomène-là. On restait sur des taux d'abstention qui étaient quand même relativement faible par rapport aux autres élections. Là, à l'heure actuelle, on a seulement 67% des Français qui sont certains de se déplacer dans 13 jours. 67%, c'est peu. Mais ce qui veut dire un Français sur 3, 30% d'abstention possible. Possible. Et c'est là où il faut être assez attentif, parce qu'en 2017, à la même période, c'était sensiblement la même chose. On était à 30% à peu près d'abstention. À la même période. Le tout, c'est qu'il y avait eu une mobilisation de l'électorat dans les 2 dernières semaines. Donc reste à savoir si cet électorat qui s'était mobilisé en 2017 se mobiliserait également dans 13 jours. Dans 13 jours. On va regarder les chiffres justement de ces dernières abstentions lors de ces dernières élections présidentielles. On a en 2007 16% d'abstention, 2012 20%, 2017 22% et le record, on le voit là, c'était il y a 20 ans. Ouais. Chirac, Le Pen, Jospin avec plus de 28% d'abstention au premier tour en 2002. On pourrait donc, si on atteignait tout ça, il y a évidemment des prévisions, des estimations. Si on atteignait les 30%, on pourrait battre ce record. Est-ce que ça posera la question de la légitimité en fait, de la personne élue ? Je pense que la légitimité, elle se posera sur 2 points. Elle se posera d'une part sur la question de la participation. Et c'est évident que si on a une abstention qui est assez importante, celui qui sera élu avec ce socle électoral assez faible, forcément que ça remettra en cause sa légitimité. Et légitimité aussi par rapport à cette campagne relativement escamotée, parce que d'autant plus si c'est Emmanuel Macron qui l'emporte en fin de course, parce qu'on sait généralement que dans les périodes de crise, on a le phénomène de ralliement sous le drapeau, le fait de se réfugier derrière le chef, et en l'occurrence derrière le chef de l'État. Et on a vu qu'il y avait une augmentation assez importante des intention de vote pour Emmanuel Macron suite à la guerre en Ukraine. C'est l'effet drapeau. C'est l'effet drapeau, exactement. Exactement. Ça lui profite, c'est bénéfique pour lui sur le court terme, dans la perspective de l'élection. Par contre, en termes de légitimité pour le second quinquennat, ça serait assez problématique et assez engageant pour lui. Oui, pour l'instant, il est donné largement en tête, 28%, devant Marine Le Pen à 17,5%, puis Jean-Luc Mélenchon, 14%. Ça va se jouer entre ces trois-là? Oui, complètement. Le fait qu'Emmanuel Macron arrive au second tour, c'est quasiment une certitude à l'heure actuelle. Mais après, il y a une vraie incertitude entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. On voit que Jean-Luc Mélenchon, il est dans une dynamique qui est
qui est assez importante. Il y a encore que quelques semaines de ça, il était à 8 points de la barre de qualification pour le second tour. Là, il n'est plus qu'à 3 points. On voit qu'il commence à y avoir aussi un petit phénomène de vote utile à gauche, où des électeurs qui peut-être auraient préféré voter soit pour Yannick Jadot, soit pour Anne Hidalgo, se disent « je veux que ma voix serve à quelque chose, donc je veux voter pour le candidat de gauche le mieux placé ». Il réussit aussi à mobiliser des personnes qui se disaient « bon, j'ai une sensibilité pour Jean-Luc Mélenchon, mais je ne suis pas certain d'aller voter ». Il réussit davantage à mobiliser cet électorat-là à l'heure actuelle. Il lui reste un petit peu de chemin à faire, mais c'est clair qu'il est dans une dynamique intéressante pour lui. Une sorte de cristallisation en fait, sur le vote utile. C'est d'ailleurs la une du Monde ce soir. Il y a vraiment un recentrage là-dessus. En fait, on voit ce phénomène à gauche, c'est clair. On le voit aussi à l'extrême droite d'une certaine manière, parce que le fait que Marine Le Pen soit dans une dynamique positive et qu'au contraire Éric Zemmour a tendance à chuter dans les sondages, on voit qu'on avait fait une enquête là-dessus, on voyait assez clairement que il y avait une dynamique de vote utile. Les personnes qui changeaient d'intention de vote, la raison principale pour ça, c'était de dire bon, peut-être que c'est pas le candidat la candidate en l'occurrence qui me correspond le mieux. Je préférerais voter pour Éric Zemmour, mais je considère que Marine Le Pen, elle est mieux placée pour l'emporter. Je veux que ma voix elle compte, et donc je veux pas avoir Mélenchon au second tour, et je préfère Le Pen plutôt que Mélenchon. Donc j'ai voté pour elle. Et l'actualité peut jouer aussi, j'imagine. On a vu la sortie de route des personnes qui étaient au meeting au Trocadéro d'Éric Zemmour hier, notamment qui scandait Macron assassin, Éric Zemmour qui ne réagit pas à ce moment-là. Lui voulait incarner le vote vital contre le vote utile. Bon, échec jusqu'à maintenant. Disons que c'est toujours un peu la stratégie entre les différents candidats. Ceux qui sont bien placés en appellent au vote utile et ceux qui sont mal placés se disent qu'il faut voter selon ses convictions. C'est la même chose qui se passe à gauche à l'heure actuelle. Mais en tout cas, pour revenir sur Éric Zemmour, je pense qu'il a aussi bénéficié du fait d'avoir une dynamique, une explosion dans les sondages même à l'automne. Et ça, il peut y avoir aussi une lassitude dans un second temps. Voilà, c'est-à-dire que les gens se disent bon, ok, on l'a beaucoup vu, on a pu être sensible à son discours à un moment donné, mais au moment d'aller voter, au moment où ça se concrétise, c'est peut-être pas non plus la personne qui est la plus à même de diriger le pays. Est-ce qu'on peut parler de recomposition du paysage politique aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une sorte d'éclatement comme ça? Oui, c'est un peu l'acte 2 de la recomposition du paysage politique après ce qui s'était passé déjà en 2017. Mais c'est un chercheur, Pierre Martin, qui dit qu'on est dans une tripartition de l'espace politique à l'heure actuelle. On a 3 grands pôles. Vous avez d'un côté un pôle libéral mondialisateur autour d'Emmanuel Macron. On a un pôle plutôt conservateur, identitaire, qui est structuré maintenant autour d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Et puis vous avez un pôle éco-socialiste qui est là autour de Jean-Luc Mélenchon. Et le problème, justement, c'est pour les différents partis qui ne sont pas dans ces pôles-là et qui ont du mal à se positionner. Finalement, est-ce qu'on peut suivre cette formule du sociologue Roger Su qui disait d'ailleurs récemment dans Le Monde, la France est un pays de gauche, mais qui vote à droite? Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'à l'heure actuelle, effectivement, quand on demande aux Français de s'auto-positionner sur une échelle gauche-droite, vous en avez 47% qui se positionnent à droite et vous en avez seulement 28% qui se positionnent à gauche. Et puis ceux qui sont quand même au centre. Et vous en avez 18% au centre et d'autres qui n'arrivent pas encore à se positionner. Mais bon, la droite est plus importante à l'heure actuelle que la gauche, mais on constate aussi que plus les générations sont récentes, plus elles ont tendance à avoir des valeurs de gauche. Donc ce phénomène de renouvellement générationnel fait que, peut-être pas sur le court terme, mais sur le moyen terme, on est plutôt dans une sorte de gauchisation de la société française. Et à court terme, justement, est-ce qu'on peut s'attendre à une surprise là, dans les 10 jours qui viennent, 13 jours qui viennent? Alors, c'est sûr que jamais rien n'est écrit dans une élection, et les sondages qu'on présente depuis tout à l'heure, c'est seulement une photographie du paysage politique à un moment donné. Il faut regarder plutôt les dynamiques des uns et des autres. Mais c'est certain que le duel Macron-Le Pen qu'on nous annonçait depuis 5 ans, c'est pas forcément évident que ce soit ça qui arrive comme résultat dans 13 jours. Et vous pensez auquel? Éventuellement, ce dont on disait tout à l'heure, Mélenchon peut très bien accéder au second tour. Face à? Face à Emmanuel Macron, certainement. Eh bien, on verra ça dans 13 jours. Merci à vous, Antoine Bristiel. Que veulent les Français, l'opinion publique dans toute sa complexité? Et c'est très éclairant. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air qui revient précisément sur cette dernière ligne droite pour l'élection présidentielle. C'est avec Caroline Roux et ses invités. Bonne émission à vous.